République jeune. Parce que nous représentons la majorité, parce que nous sommes l'avenir, nous exigeons la paix et la réconciliation nationale maintenant. République jeune, un projet de Studio Mosaïque réalisé avec l'appui de Deutsche Welle Academy, financé par la coopération allemande. L'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre émission de débat constructif parce qu'il vaut mieux débattre que de se battre. L'arbre à palabre, une production du Studio Mosaïque réalisée avec l'appui de Deutsche Welle Academy, financé par la coopération allemande. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité, article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En d'autres termes, chacun est libre de choisir sa profession, libre de ses orientations, sans toutefois que ces personnes-là soient brimées ou stéréotypées par des préjugés sexistes. C'est comme ça qu'en général s'explique l'égalité homme-femme. En Côte d'Ivoire, égalité homme-femme, qu'en pense la jeunesse? C'est ce qui nous retient aujourd'hui dans le numéro de l'arbre à palabre. Et pour ce faire, je suis en compagnie de deux jeunes, Madame Ouattara, qui est présidente de l'association Être une femme, et de Monsieur Jay Richard, il est assistant juridique dans un cabinet de conseil juridique. Merci à vous d'être venus. Le décor est déjà planté, on va mettre tout de suite le pied dans le plat. Madame Ruth Ouattara, Solidarité féminine. Quel est le constat que vous faites au niveau de la Côte d'Ivoire parlant d'égalité homme-femme? D'abord, je tiens à remercier le gouvernement pour toutes les lois et toutes les institutions qui existent et je dirais même qui se créent assez régulièrement de sorte à parvenir à une égalité homme-femme. Mais il convient de dire qu'il y a encore du travail à faire. Monsieur Jay Richard, quel constat faites-vous au niveau de l'égalité homme-femme en Côte d'Ivoire? Je dirais qu'il y a encore toujours des travaux encore à faire sur tous les plans, parce que c'est vrai que l'État a mis des institutions sur place afin de permettre à la femme d'être reconnue de manière générale, que ce soit dans la société. Je pense que c'est déjà fait, mais quand je compare aussi vraiment à d'autres pays, la Côte d'Ivoire a encore beaucoup de choses à faire. Pour vous, Madame Ouattara, où se situe concrètement la discrimination quand on sait qu'en cas de guerre, en cas de sinistre, les femmes sont mises en avant? Elles sont prioritaires sur les hommes. Le problème, il se situe dans tous les pans de la société. Et comme vous êtes en train de le dire, les femmes et les enfants sont protégés lorsqu'il y a des conflits et des guerres. Eh bien, c'est parce qu'elles sont les plus grandes victimes. C'est aussi parce que les enfants sont les plus grandes victimes de ces conflits. On le voit bien, lorsqu'il y a un conflit, automatiquement, c'est des viols, c'est des violences faites aux femmes. C'est utilisé comme un instrument de guerre. Donc, c'est à juste titre que des lois, des institutions ou des règlements sont créés de sorte à freiner ce phénomène. Mais le constat est là. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours beaucoup à faire dans ce domaine. Alors, en résumé, en cas de sinistre de guerre, les femmes sont victimes des hommes. On parle de viol, on parle d'abus. Monsieur Jay Richard, oui, est-ce que vous pensez que ces femmes-là sont véritablement des sexes faibles? C'est pourquoi elles sont protégées? Oui, je pense que c'est exactement ça. C'est parce que la femme, elle est faible sur ce plan-là. Et quand on arrive à une guerre ou à des sinistres, l'homme ne peut pas être violé vraiment aussi facile comme on le fait à la femme. Voilà pourquoi je dis que la femme, elle est faible. Donc vous avouez, que déjà les hommes exercent un abus sur les femmes? Oui, pendant la guerre, c'est ce qui se fait. Et c'est parce que la femme, elle est faible sur ce plan-là que cela se passe. Donc il faut reconnaître d'abord que la femme, elle est faible. Au plan professionnel, il est dit aussi que les femmes sont reléguées au plan d'exécutant, tandis que les hommes sont au poste de décision. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? C'est depuis lors, en fait. Et c'est maintenant que la femme est en train de prendre des places un peu, je dirais, décisives. Déjà, depuis la Genèse, la femme a été toujours celle qui doit rester à la maison pour subir. Voilà pourquoi en entreprise ou dans la société, on demande à la femme de rester toujours à ce niveau-là, parce qu'on se dit, si à la maison ou je dirais en famille, elle a été toujours celle qui doit subir ou vraiment être exécutante, c'est pas en société qu'elle va prendre des décisions. Voilà la raison pour laquelle on demande à la femme en entreprise ou bien en société
d'être au poste exécutant. Madame Ouattara, est-ce que parce que les femmes sont reléguées au second plan en famille, dans leur foyer, elles doivent être aussi reléguées au second plan au travail? Non, mais ça serait une grande erreur pour une entreprise de faire cela, parce que la femme regorge de potentialités et de qualités qui peuvent être indispensables même pour l'essor et le développement d'une entreprise. Donc pour vous, la femme doit être aussi au poste de décision. Oui, au poste de décision. Et d'ailleurs, il y a trop d'exemples. Il y a plein d'études qui prouvent que une femme qui est à un poste de décision dans une entreprise, dans une société, c'est vraiment des résultats qui sont reluisants. D'accord, mais est-ce qu'une femme peut être vraiment égale à un homme au niveau professionnel quand on sait que la femme a des contraintes naturelles, physiologiques? On parle par exemple de congé de maternité, on parle par exemple de règles douloureuses. Est-ce que vous pensez qu'une femme peut être égale à un homme? Alors qu'un homme, par exemple, il peut être présent au travail tous les jours de l'année. Je crois que les femmes n'ont pas à avoir honte ou à se repentir d'avoir le menstrué ou d'être enceinte, de devoir accoucher. Non, c'est tout à fait normal. Alors c'est pour ça que lorsqu'on parle de genre ou d'égalité homme-femme, quand on parle de genre et d'égalité homme-femme, on parle aussi d'équité. L'équité, c'est le fait de prendre en compte la situation des personnes afin de trouver une juste situation pour elles. Donc, les femmes ne sont pas freinées par cela. Elles ne sont pas freinées par cela et la société devrait le comprendre. Voilà. D'accord. Je reste toujours avec vous, Madame Ruth Ouattara. En Côte d'Ivoire, tout un ministère est dédié à la femme, donc celui de la famille, de la femme et de l'enfant. N'est-ce pas une raison qui montre que le gouvernement mûrit à court terme ou à long terme sur la question d'égalité homme-femme? Je me réjouis particulièrement de l'existence de ce ministère et de la naissance assez régulière d'institutions qui visent au bien-être et à l'autonomisation de la femme. Alors, c'est vraiment un travail magnifique qui est fait par l'État de Côte d'Ivoire et nous, on ne peut qu'encourager cela au plus grand bonheur de la femme. Alors, je me tourne maintenant vers Monsieur J. Richard. Un ministère dédié à la femme et pas un seul est dédié à celui de l'homme. Certaines femmes pensent que c'est justement une manière élégante d'affirmer que les femmes sont des êtres faibles et qu'elles ont besoin d'attention, elles ont besoin d'être toujours boostées, galvanisées. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question? Oui, je pense que c'est vrai. C'est vrai que on met tous ces ministères au profit des femmes afin de, je dirais, valoriser la femme et permettre, ou bien dire que la femme elle est faible, donc il faut trouver des structures au moins pour pouvoir vraiment protéger la femme. Donc moi je soutiens vraiment cette assertion qui dit que en mettant ces ministères en place, c'est une manière pour l'État de toujours protéger la femme parce qu'elle est toujours faible. Alors j'ai une question également pour vous, mais je veux dire où se situe vraiment cette infériorité-là par rapport de la femme par rapport à l'homme? Parce que vous parlez beaucoup de la femme est un sexe faible, mais où se situe vraiment? Est-ce qu'elle ne réfléchit pas autant qu'un homme? Est-ce qu'elle n'a pas de force autant qu'un homme? Est-ce qu'elle elle est différente dans sa constitution même naturelle par rapport à un homme? D'accord. D'abord, moi je voudrais dire que quand on parle d'égalité, les gens veulent toujours prouver, veulent dire que l'homme et la femme sont égaux. Et moi, c'est vrai que dès le début, j'ai parlé un peu de la faiblesse de la femme, c'est vrai, mais je voudrais déjà prouver la différence qu'il y a entre l'homme et la femme. En fait, c'est sur ça que je vais me baser. Je veux dire vraiment que l'homme et la femme sont vraiment très très des êtres différents. Quand on voit un peu déjà la différence sur la définition, l'homme c'est un être de sexe masculin et la femme des sexes féminins. Et quand on tient compte de leur sexe déjà, vous voyez que la femme peut pas être toujours constante sur une longue durée quand on est en société, parce que comme vous le voyez déjà, à cause de sa différence au niveau de ses organes, prends par exemple par rapport à son sexe, la femme elle va à un moment donné, comme on parle des règles douloureuses, à un moment donné, comme elle a un état vraiment très, je dirais,
très faible, il faut qu'elle se repose. En ce moment-là, on ne parle plus d'égalité. On dira qu'il faut permettre à l'homme de continuer et que la femme se repose. Vous voyez qu'en ce moment-là, je pourrais dire que la femme, à un moment donné, on pourra permettre à la femme de se reposer parce qu'elle est faible. Du coup, pour vous, parce que génétiquement parlant, Voilà. elle a des règles douloureuses, elle porte une grossesse, elle est faible par rapport à un homme. D'abord, il faut dire que les deux sont différents. Ils ne pourront pas être égaux. D'accord. Voilà. Heureusement qu'il y a une femme dans le studio, elle va nous répondre. Parce que D'accord. vous avez les règles, monsieur. Monsieur Dieu, Non, mais c'est vrai que j'ai pris cet exemple. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à cela? Vraiment, je voudrais demander à monsieur Dieu Richard. Dieu Richard, est-ce qu'il y a la possibilité de regarder les bas d'une femme? Parce que vous n'avez pas idée de combien de femmes ont leur menstrues et viennent pourtant au travail. Vous n'avez pas idée. Si les femmes devaient arrêter de travailler parce qu'elles ont leur menstrues, le monde cesserait de tourner. Il y a des femmes qui ont des règles douloureuses, mais ça ne les empêche pas de venir à l'hôpital parce que non seulement ça, il y a la science qui a évolué, mais parce que les femmes sont fortes. Elles sont capables de comment on va dire ça, de ressentir cette douleur-là, mais de venir quand même au travail. En tout cas, je ne pense pas que les règles soient ce qui encourage certaines personnes à dire que la femme est un sexe faible. Moi, je pense plutôt qu'on parle de sexe faible parce que la femme n'a pas, en général, une force physique plus élevée que l'homme. Alors que nous sommes dans l'humanité, nous ne sommes pas dans l'animalité, on n'est pas dans le règne animal où c'est la force qui domine, où c'est la chaîne alimentaire. Nous sommes dans l'humanité où c'est la raison, c'est la réflexion, c'est la personnalité, c'est la vision. Donc, non, les femmes ne sont pas un sexe faible, non. Elles réfléchissent, elles agissent, elles font tellement de choses merveilleuses. On dirait que monsieur Dieu Richard a envie de rebondir, mais on ne va pas te permettre de rebondir. On va avancer dans le débat. Alors, le 8 mars est dédié aux droits de la femme, n'est-ce pas? Parce que les États-Unis ont estimé justement qu'il y a eu injustice quelque part. C'est pourquoi les Nations Unies ont envie arrêter une journée spécifiquement pour les femmes pour qu'elles puissent valoir le droit. D'accord. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a eu injustice que les Nations Unies ont arrêté un jour, celui du 8 mars, pour que les femmes puissent faire valoir leurs droits? J'ai envie de poser la même question. Où l'injustice, où il y a eu l'injustice, et puis quand ils vont peut-être me répondre, je pourrais vraiment dire si c'est de l'injustice. D'accord, donc selon vous, pourquoi il y a eu toute une journée pour une femme, spécifiquement pour les droits d'une femme, selon vous? Je parle toujours de la différence qu'il y a entre l'homme et la femme. C'est parce que les États-Unis ont estimé et ils ont remarqué déjà que il y a une différence entre l'homme et la femme. Et moi, c'est sur ça que je vais me baser. Il y a toujours une différence. Et cette différence, que l'homme soit fort ou la femme soit forte, qu'on sache que vraiment les deux ne sont pas égaux. Et c'est pourquoi les États-Unis ont vraiment dédié cela à la femme spécialement. Donc, dans ce cas-là, pourquoi? C'est vrai que vous n'êtes pas les Nations Unies, mais donc, dans ce cas-là, c'est juste parce qu'ils ont envie de... Ah, mais attends, c'est leur journée, il faudrait qu'elles montrent un peu de quoi elles sont capables. Enfin, de toute façon, il y a plusieurs jours dans l'année. Qu'elles fassent leur show, puis en avance. C'est un peu ça, pour vous? C'est un peu banal. Il n'y a pas eu injustice, il n'y a rien. C'est normal. Je ne peux pas vraiment... Sur la question. Alors, d'un côté, la journée, ou bien madame a envie de dire quelque chose sur la question. Est-ce que c'est pas parce que justement les Nations Unies ont remarqué qu'il y a eu injustice, c'est pourquoi ils ont décidé d'arrêter, une journée pour les droits de la femme? D'accord. Avant, j'aimerais qu'on comprenne bien le thème de égalité homme-femme. Égalité homme-femme ne signifie pas que le pénis égale au vagin ou que le vagin est le pénis. Non. Ça signifie que on est égaux en droit et en chance. L'égalité homme-femme, c'est l'égalité de droit et de chance. C'est une manière de faire comprendre à la société que ce n'est pas parce que j'ai un pénis, ce n'est pas parce que j'ai un vagin que je n'ai pas le droit d'être directrice, par exemple, et que je n'ai pas le droit d'être présidente. C'est ça, l'égalité. On n'est pas en train de dire qu'un homme est une femme ou qu'une femme est un homme. Non. On est en train de parler de ce que c'est que les droits et les chances qu'elles doivent avoir. Ensuite, si la journée du 8 mars a été instaurée, c'est parce que les femmes en ont eu marre de la place qu'on leur donnait dans la société. Il y a eu des revendications pas possibles aux États-Unis en ce qui concerne la situation des femmes. Donc le 8 mars, c'est une journée qui a été instaurée de sorte à ce que la société, le monde entier, parce que c'est une journée internationale, que le monde entier se souvienne ou se rappelle que
les femmes ont des droits qui doivent être respectés. Donc, cette journée, elle est utile. On n'a pas eu besoin de reconnaître les droits des hommes, ils ont des droits, tout le monde, on l'a toujours su. Mais les femmes, il fallait qu'elles se battent pour qu'on leur reconnaisse des droits. Donc, ça mérite d'être perpétué jusqu'à ce qu'il y ait véritablement une égalité homme-femme. D'accord. D'un côté, journée des droits de la femme, ministère en Côte d'Ivoire, spécifiquement ministère dédié à la femme, à la famille et à l'enfant. Quelles sont les actions concrètes que devraient mener les femmes pour faire bouger les lignes de manière significative, en fait? Je pense que celles qui pensent ou qui ont ressenti le besoin de changer les choses doivent entraîner leurs consoeurs. C'est vrai, il y a les droits de la femme, c'est vrai, il y a des procédures pour obtenir réparation, par exemple, en cas de viol. Il y a des secrets et tout. Mais combien de femmes le savent? Donc, la première des choses, c'est de partager. C'est en fait mettre en place un principe de sororité, une solidarité féminine, comme celle qui a été faite au Libéria et qui a mis fin à la guerre qu'a connu ce pays. Donc, il faut que les femmes s'entraident. Il faut qu'il y ait communication sur leurs droits, qu'il y ait communication sur les procédures qui doivent être utilisées de sorte à pouvoir obtenir réparation ou à pouvoir se défendre en cas de violation de leurs droits. Ensuite, les institutions qui existent, que ce soit le ministère de la Femme ou bien récemment le secrétariat d'État pour l'autonomisation de la femme, il faut il y ait communication sur ces institutions-là pour que les femmes sachent où se tourner et quelles vont emprunter. D'accord. Monsieur J. Richard, certaines femmes pensent qu'en général, les coutumes et traditions africaines ont tendance à rendre les hommes plus autonomes dans leur choix, dans leur prise de décision. Concrètement, une femme, déjà pour investir même son propre argent, doit toujours se tourner vers son époux, un aîné, un homme en général. Est-ce que c'est pas pour tuer le leadership féminin? Je pense pas que c'est pour tuer le leadership au moins féminin, parce que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la famille. Et dans la tradition, comme vous le savez, ils vont jamais permettre à une femme d'aller demander la main à un homme. Et donc c'est l'homme qui prend la décision d'aller marier la femme, de prendre la femme de chez elle, quelle que soit l'autonomisation au moins de la femme, c'est l'homme qui prendra toujours la décision pour marier la femme. Et donc, arrivé, je dirais, en famille, vous allez voir que c'est celui-là qui va déjà entamer ou bien initier, comment dirais-je, la procédure de comment la famille va être gérée. Et c'est après ça que la femme pourra maintenant l'aider. Donc, pour vous, c'est normal qu'une femme vienne demander la permission à un homme dans ses prises elle-même de décision. Ses prises de décision, c'est trop dit. Dans ses choix. Comment? Dans ses choix. Surtout pour la gestion de la famille. Vous allez voir que la femme, dans la tradition, on ne pourra jamais permettre à la femme de prendre des décisions sans l'homme. Surtout pour la gestion de la famille. Alors, Madame Ouattara, est-ce que ce n'est pas justement cette tradition, cette mentalité-là qui fait que la femme n'est pas représentée dans les hautes instances, on va le dire ça comme ça. Alors, 2 femmes sur 7 sont secrétaires d'État, 11 femmes sur 33 sont sénateurs, 6 femmes sur 41 sont ministres, 27 femmes sur 255 députés. Est-ce que ce n'est pas cette tradition, cette manière de penser-là qui fait que ces femmes ne sont pas dans les hautes instances? Nos traditions, il y en a de bonnes, il y en a de mauvaises. L'exemple que vous venez de citer, prendre conseil par exemple, je ne pense pas que ce soit une mauvaise habitude parce que même les présidents ont des conseillers. Maintenant, le problème se situe au niveau de la confiance en elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on leur a enseigné quand elles étaient petites? Peut-être qu'on leur a dit qu'une femme ne peut pas prendre de décision et que c'est un homme qui doit prendre la décision à sa place. Est-ce que demander conseil pour prendre une décision, ce n'est pas mal. Mais ne pas savoir réfléchir ou ne pas avoir confiance dans ce qu'on pense être bon et donner toujours la latitude aux autres de décider pour nous, c'est là qu'il y a un problème. Donc, je pense que c'est une question, oui, de culture et puis d'éducation et puis un manque d'exemple. Les petites filles, les jeunes filles n'ont pas d'exemple, n'ont pas beaucoup d'exemples auprès d'elles ou dans la famille de femmes qui sont à des niveaux de responsabilité ou de femmes qui sont dans la politique, ainsi de suite. Donc, voilà les 3 raisons.
Alors, toujours dans cette même dynamique, en même temps, dans notre modèle de société, la femme est toujours soumise à l'homme. Est-ce que mettre la femme au même pied d'égalité que l'homme serait pas en déphasage avec nos traditions? Bien sûr que ça sera en déphasage avec certaines traditions. La preuve en est qu'il y a beaucoup de traités qui ont été qui n'ont pas été ratifiés par certains pays islamistes parce que ces traités-là étaient contraires à leurs traditions. Mais il faut comprendre que l'État de Côte d'Ivoire en particulier est un État non seulement laïque, et à l'intérieur de l'État, il y a des cultures, il y a des villages et tout, mais toutes ces cultures et ces villages-là sont dépendants de l'État et ils se doivent d'obéir aux lois de l'État. Il y a des lois suprêmes qui sont maintenant au-dessus de notre culture. Ça peut peut-être frustrer certains, mais oui, la Constitution et les lois de l'État de Côte d'Ivoire sont au-dessus des cultures. Donc, il va falloir se raccommoder de ces cultures. La Côte d'Ivoire est vraiment à féliciter parce qu'elle a ratifié tellement de traités pour protéger les femmes et donc, on doit s'y mettre. Alors, Monsieur J. Richard, certaines femmes pensent que ce serait lié à une question d'orgueil, d'insécurité. L'homme aurait peur même de la femme. C'est pourquoi, généralement, il décide toujours de les rabaisser, de les reléguer au second plan. Est-ce que vous avez peur des femmes? Non, ce n'est pas ce cas. Je ne suis pas vraiment d'accord sur ce point. Vous savez, moi personnellement et de manière générale, l'homme n'a jamais voulu que la femme soit toujours vraiment rabaissée. C'est parce que l'homme a su reconnaître le rôle, ou je dirais la place de la femme, que on a voulu vraiment que la femme soit dans tel coin ou dans telle position, et non pas pour dominer la femme ou vraiment faire du mal à la femme. C'est une manière pour l'être humain vous dire, avec la manière dont je te vois, je pense que à cette place, ça pourrait t'aider parce que je te vois vraiment un peu, je dirais de manière physique, un peu faible. Alors prends cette place, ça pourrait t'aider. Donc c'est pas pour dire que nous avons donc, peur. Pour être égal à un homme, désolé de vous couper, c'est être égal au niveau de la force aussi, pas seulement au niveau intellectuel. Non, pas ça. Ce n'est pas forcément ça. C'est pas forcément la force. L'égalité, c'est vrai qu'on parle un peu au niveau intellectuel, mais vous savez qu'au niveau intellectuel aussi, on n'a jamais empêché la femme d'être intellectuelle. C'est vrai que depuis un moment, je dirais depuis des années, on a empêché la femme d'aller à l'école vraiment parce que qu'est-ce que nos parents ont dit? Si je mets la fille à l'école, demain ou après-demain, à 15 ans déjà, elle est enceinte, ça veut dire que j'ai jeté l'argent. Je n'ai pas pu vraiment investir. Alors que l'homme, jusqu'à 30 ans, peut toujours vraiment continuer vraiment le combat jusqu'à vraiment à trouver un travail avant de pouvoir vraiment chercher à se marier. Mais la femme, on ne pourra jamais l'empêcher de pouvoir vraiment être enceinte et demain abandonner les études. Voilà où se situe le problème de l'orgueil, parce que aussi il y a des personnes, il y a des hommes qui disent que une femme qui est trop allée à l'école fait peur. Elle fait peur aux hommes. Quand tu dis 1, pour parler trivial, oui. Quand tu dis 1, elle dit 10. Oui, est-ce que c'est pas par rapport à ça aussi que généralement, dès le bas âge, on tue le leadership, mais on les rabaisse? Non, on n'a jamais tué le leadership de la femme. On a toujours dit que la femme, à un moment donné, elle connaît sa place. Pas forcément connaître sa place. À un moment donné de son évolution, c'est elle qui prend la décision de se marier. Du coup, quand elle se marie, elle ne prend plus de décision, elle ne fait plus d'efforts. Donc, voilà pourquoi tout cela est fait, quoi. Donc, imaginez-vous quand l'homme et la femme sont vraiment dans un foyer ou bien dans une maison, quand la femme elle est mariée, vous allez voir qu'en famille, elle va plus prendre des décisions encore parce que elle va suivre seulement que les autres de son mari. D'accord. Madame Ouattara Ruth, en 2012, l'État ivoirien a procédé à l'institution du code pénal de la famille qui met en matière la gestion de la famille l'homme et la femme sur le même pied d'égalité. Est-ce qu'on peut dire que les choses avancent dans le bon sens en Côte d'Ivoire? Oui, les choses avancent dans le bon sens. Ce qui est bien avec le droit ou la loi, c'est que à chaque fois le législateur se rend compte qu'il y a nécessité de
d'adapter les règles de droit à la société, à l'évolution de la société, à l'évolution des mentalités. Donc oui, c'est une bonne initiative et actuellement, il y a tellement de projets de loi relatifs à la famille qui donnent beaucoup d'espoir, qui par exemple donnent beaucoup plus de respect à la femme. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne initiative. Une bonne initiative pour vous. Alors, Monsieur J. Richard, le Rwanda est aujourd'hui un parfait exemple de développement durable et de paix. Son parlement est composé de 64% de femmes. Alors, n'est-ce pas pour vous qui pensez que la femme est un sexe faible et qui doit demeurer un sexe faible, est-ce que pour vous ce n'est pas cela qui manque aussi à la Côte d'Ivoire pour avoir un second miracle ivoirien? Je serais très content de voir aussi la Côte d'Ivoire se retrouver à cette position. Vraiment dans les et années pas avec les femmes. Quand je parle de la même position, je parle avec les femmes, toujours avec les femmes. Vous allez voir que la femme soit, je dirais, à un grand nombre au niveau politique et dans les institutions. On verra toujours, moi je veux qu'on remarque déjà et qu'on sache réellement qu'il y a toujours une différence entre l'homme et la femme. Parce que cette égalité, c'est vrai que nous sommes en train de parler d'égalité de droit, je suis d'accord avec, l'égalité peut-être de manière de chance et tout, mais on verra toujours que dans les faits, il y a une différence. Et qui parle de différence, on parle toujours de ce qui est contraire à l'égalité. Alors, on ne finira jamais de dépouiller la question d'égalité homme-femme en Côte d'Ivoire en 30 minutes. Malheureusement, votre émission tire à sa fin. Sous l'arbre à palabre, c'est terminé aujourd'hui. Je rappelle que la thématique du jour était égalité homme-femme, qu'en pense la jeunesse ivoirienne. Et j'étais en compagnie pour ce faire, en compagnie de Monsieur J. Richard. Il est assistant juridique dans un cabinet de conseil juridique. Et de Madame Ouattara, elle est présidente d'une association nommée Être Femme. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de L'arbre à palabre. L'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Un espace de rencontre, de dialogue et de débat constructif, animé par des jeunes et pour des jeunes. L'arbre à palabre, une production de Studio Mosaïque réalisée avec l'appui de Deutsche Welle Academy, financée par la coopération allemande.